Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais faire l'introduction avant de laisser la parole à Thierry. Donc, moi, je suis Sylvain. Je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Et on est content ce soir de vous accueillir pour une nouvelle édition des Confinés. Donc, ce sont des conférences qu'on a mis en place dans le cadre du confinement, qu'on prolonge sur le post-confinement, puisque aujourd'hui, on ne peut pas encore faire d'événements avec un public nombreux. Et donc, on a décidé de faire ces événements dématérialisés. Donc, on est aujourd'hui à la 6e, me semble-t-il. Il y en a encore 3 autres à venir. Et tout est enregistré. Tout est disponible sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie. Je vous ai mis le lien dans le chat. Il faut savoir que notre service Espace Info Énergie donc, est co-animé par 2 structures. L'ALTE, l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, où Thierry travaille, et donc l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Donc en gros, sensiblement les mêmes vocations, mais sur des territoires différents, puisque nous, c'est la métropole, les collègues travaillent sur le reste du Rhône. Et nous sommes essentiellement financés par des financements publics, à savoir donc l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les collectivités locales. Donc, je te laisse passer la suivante. Le réseau Espace Info Énergie, donc, qui a pris la marque Fer récemment, est un service d'intérêt général. Nous fournissons un conseil gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. C'est un conseil qui est essentiellement à destination des particuliers, mais il nous arrive aussi d'être contactés par des professionnels. Ces conseils vont prendre 3 formes. Ça va être des conseils techniques, donc aussi bien sur l'isolation, les énergies renouvelables, les chaudières, etc., etc., etc. Des conseils économiques, donc notamment pour vous permettre de calculer on va dire la rentabilité de certains systèmes et puis vous informer sur les aides que vous pouvez mobiliser pour vos projets. Et donc évidemment, on aborde aussi les aspects environnementaux, puisque le but du jeu, c'est d'utiliser le moins possible d'énergie fossile, le moins possible d'énergie tout court, donc d'avoir des bâtiments performants et d'utiliser le plus possible les énergies renouvelables. Donc on aura 2 temps de questions-réponses, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez la carte du Rhône, donc l'ALEC travaille sur la partie en bas à droite, donc le Grand Lyon, et SPUL intervient sur les 12 Comcom du reste du Rhône, avec des permanences délocalisées sur certains territoires. Notre structure, aujourd'hui, là où on peut recevoir les gens, parce qu'on nous demande déjà s'il y a un bureau dans Lyon, donc nous sommes situés dans la gare des Brotteaux, c'est assez facile de nous trouver, vous aurez l'adresse en fin de diaporama. Attends, j'ai un problème là, j'ai ouvert le mauvais. Alors en attendant, moi ce que je peux faire, c'est rappeler les consignes. Oui, s'il te plaît. Donc les consignes, par défaut, tous les micros et les caméras, sauf les nôtres, sont coupés. Et donc les questions sont à poser dans le chat. Donc vous avez un onglet qui s'appelle Converser. Et là-dessus, vous pouvez poser vos questions d'ailleurs dès maintenant. Et donc il y aura 2 temps de questions-réponses. Et on essaiera dans la mesure du possible de répondre à vos questions, sachant que s'il y a plus de questions que ce à quoi on peut répondre dans le format habituel, c'est-à-dire à peu près 1 heure. Nos conseils énergie sont à votre disposition. Jusqu'à présent et jusqu'à la fin de la semaine, ils répondent en télétravail. À partir de lundi, ils reprennent du service avec toutes les mesures de précaution sanitaire préconisées. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous dans nos locaux et rencontrer des conseillers pour vraiment être faire du sur-mesure, on va dire. Alors, est-ce que Thierry, tu arrives à… Désolé, j'avais un brouillon et c'est malheureusement le brouillon que j'avais ouvert. Donc voilà, tu nous as dit le déroulement et les consignes. Bien, ben ça c'est le direct. Hein.
Donc, le sujet qui nous intéresse, l'électricité verte. Je vais faire une description assez rapide pour laisser les questions et les réponses. Donc, une première partie avec comment changer de fournisseur d'électricité. Voilà. Et puis, une deuxième partie où je rentrerai plus précisément sur les mécanismes de l'électricité verte. Donc, quelques ressources, à savoir qu'il existe un site qui s'appelle le Médiateur national de l'énergie. Voici l'adresse que je vous recommande, car vous avez sur ce site les informations de base nécessaires à comprendre comment fonctionne la fourniture d'électricité, quels sont les différents fournisseurs d'électricité, vos droits en tant que consommateur, bien évidemment les litiges, ça peut arriver qu'il y en ait, que choisir, récemment sorti au mois de février, le numéro de février, les offres de gaz et d'électricité, avec justement quelquefois des démarchages un peu abusifs. Donc, le médiateur national de l'énergie est là pour vous apporter les conseils et les informations sur son site Internet, avec également un comparateur des offres énergie des différents fournisseurs. Nous avons également notre site Internet, winfoenergie69-grandlyon.org. En allant dans la rubrique énergie et eau, vous avez une autre rubrique qui s'appelle Agir et choisir durable, avec un sous-chapitre qui est le logement. Et là, vous aurez des chapitres spécialisés sur l'électricité verte et le changement de fournisseur d'énergie. Alors, on va revenir sur l'historique de la fourniture d'électricité. Au départ, en tout cas, ce qui nous concerne, c'est l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'électricité. Il y avait un opérateur historique qui existe toujours, c'est EDF, qui avait le monopole de la vente d'électricité depuis 1946. Le contexte a changé avec une ouverture progressive depuis 2000, ouverture progressive qui s'adressait aux industriels, ensuite aux professionnels et finalement pour arriver en 2017 à l'éligibilité de tous les consommateurs, dont les clients résidentiels dont vous faites partie. Donc, vous pouvez aujourd'hui choisir une offre de fourniture d'électricité autre que celle historiquement d'EDF. Cela représente aujourd'hui à peu près 30 fournisseurs d'électricité qui sont répertoriés sur le site Le Médiateur national de l'énergie. Alors, pourquoi changer de fournisseur d'électricité? Alors, il faut savoir qu'il y a un tarif réglementé auquel vous êtes toujours, vous bénéficiez si vous n'avez pas changé et si vous n'avez pas demandé une offre de marché. Mais vous avez la possibilité de changer et de regarder les offres de marché des 30 fournisseurs présents et de comparer ces offres. Alors, vous avez la possibilité de changer de fournisseur à tout moment et sans pénalité. Donc, comme vous changeriez de commerçant si vous voulez essayer différents produits. Vous avez des prix fixes et des prix indexés. Alors là, ça se complexifie un petit peu. Les prix indexés sont indexés sur le tarif réglementé. Les prix fixes, logiquement, ne doivent pas bouger sur une durée qui est celle de votre contrat. Il y a des services qui vont être liés à votre profil. Donc, c'est à négocier les services que vous souhaitez avec le fournisseur que vous choisirez. Bien évidemment, il faut lire attentivement vos offres de contrat, car c'est ça qui va vous lier à votre fournisseur d'énergie électrique pour une durée déterminée. Pourquoi changer de fournisseur? Alors, on arrive aux offres vertes sur les métaphores. Alors, l'électricité
verte. Voici une représentation de l'électricité verte ou une autre représentation de l'électricité verte. Ça peut être effectivement un motif pour changer de fournisseur, puisqu'on souhaite avoir une électricité plus écologique ou environnementale. Mais attention aux métaphores, l'électricité n'est pas verte. Elle n'est ni bleue, elle n'est ni de couleur bariolée, elle ne provient pas, c'est un petit clin d'œil, de papillons, d'oiseaux ou des prairies. L'électricité est la même quand elle circule sur le réseau. C'est une onde qui est identique, elle est normée et elle provient de différentes sources d'énergie. Ce qui va nous intéresser quand on change de fournisseur pour une électricité verte, c'est dite verte, j'insiste, c'est la provenance de cette électricité, c'est-à-dire une électricité fabriquée à partir de ressources renouvelables. Donc, c'est ce qui va faire la différence. L'électricité dite verte est une électricité produite à partir de ressources renouvelables, photovoltaïque, éolien, hydraulique, biomasse pour les principales, alors que l'électricité dite grise est une électricité produite à partir d'énergie fossile, donc, ou nucléaire, le fossile étant le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, c'est pour le nucléaire. Donc, j'insiste, c'est la même onde qui circule sur le réseau. C'est la fabrication de cette électricité qui nous importe quand on change de fournisseur d'électricité pour une électricité dite verte. Alors, ça nécessite de revenir sur les moyens les différents acteurs de cette production. Il faut distinguer les producteurs. Vous voyez là donc différents moyens de production, qui soient thermiques, éoliens, solaires, hydrauliques. Il y a ensuite le réseau. Donc, on est bien dans un flux physique. Cette production, il va falloir la diriger vers votre lieu de consommation. Et c'est par le biais donc, de réseaux de transport d'électricité, RTE, plus localement Enedis, avec qui vous avez justement les rapports, puisque c'est lui qui va gérer le réseau local et le comptage. Et puis, il peut y avoir historiquement des zones géographiques qui remplacent le rôle d'Enedis, qui sont des entreprises locales de distribution gérées par des collectivités locales. Je pourrais revenir si vous avez des questions là-dessus, voilà, par la suite. Et puis, bien évidemment, les différents consommateurs industriels ou particuliers. Nous avons là un flux physique, quel que soit le mode de production, l'onde est toujours la même. C'est une onde électrique qui est normée et qui circule sur le réseau. Et les différents techniciens s'assurent de la bonne circulation et l'arrivée de l'électricité chez vous. Et puis, il y a un autre flux qui est un flux contractuel. Donc, il faut bien faire la différence. Ce flux contractuel, vous voyez, ce sont des euros qui apparaissent et vous allez acheter votre courant au fournisseur d'énergie qui, lui, aura acheté cette électricité sur une bourse de l'électricité appelée marché de gros ou directement chez un producteur d'énergie. On peut faire la comparaison avec vous achetez des carottes chez votre commerçant. Soit le commerçant il les a achetées directement sur un marché de gros, soit il les a achetées chez un producteur. Vous pouvez demander conseil, vous pouvez demander la traçabilité de votre carotte. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas certain d'où la provenance de la carotte. Par contre, vous êtes sûr d'avoir une carotte. Donc ça, c'est le trajet physique de la production au transport et l'arrivée chez vous. Et il y a ensuite un flux contractuel.
On reviendra par la suite si vous avez des questions. Donc là-dessus, voilà, première session. Avant de passer au mécanisme de l'électricité verte, je veux bien répondre à vos premières questions. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais pour la première session. Pour l'instant, il n'y a rien qui arrive sur le chat. On va se rattraper à la fin. Hein. Tout à fait. Donc, écoute, je te propose d'enchaîner. Je pense que ça viendra beaucoup plus à la fin de la deuxième partie. Très bien. Alors, les mécanismes de l'électricité verte. Donc, je vous présente deux ressources sur lesquelles je me suis appuyé et que vous pouvez consulter et obtenir parce que le temps est court. Alors, les offres d'électricité verte, donc c'est un numéro du Journal des énergies renouvelables. Vous pouvez aller sur Internet et le commander. Il n'est pas gratuit, mais il est accessible. Et les avis de l'ADEME, les offres de l'électricité verte, donc c'est un document accessible en ligne à télécharger. Pour revenir sur l'ADEME, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, fait la distinction de deux types d'offres qualifiées d'offres vertes. Là, elle qualifie une offre verte de standard et une offre verte de premium. Je reviendrai sur ces différentes offres par la suite. Il y a également un comparateur des différents fournisseurs d'énergie qui s'appelle le guide d'électricité verte, qui est réalisé par Greenpeace, mais en partenariat avec l'ADEME, dont je vous ai présenté tout à l'heure, et qui reprend les préoccupations de l'ADEME et les avis de l'ADEME. Alors, ce classement, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller directement sur ce comparateur. Il fait un premier classement sur les fournisseurs vraiment verts, qu'il appelle, voilà les 5 premiers qu'il a classés, dont les 2 en tête. Il y a ensuite un classement en bonne voie, un troisième à la traîne, et ensuite le quatrième vraiment mauvais. Donc le rôle ici, ce n'est pas de citer des fournisseurs particulièrement mauvais, mais d'expliquer comment ce mécanisme d'électricité verte et comment ce classement est réalisé pour partie. Il y a également sur le médiateur de l'énergie, donc je vous en ai parlé au début, quand vous allez sur le comparateur offre-énergie, vous avez affiché mes résultats et vous pouvez sélectionner le fournisseur pourcentage d'électricité verte. Voilà. Vous pouvez connaître les différents fournisseurs d'électricité et en dernier, vous pouvez connaître les fournisseurs d'électricité qui ont un pourcentage d'offres en électricité verte. Alors, pourquoi un classement des offres d'électricité verte? Pourquoi toutes les offres ne sont pas identiques? Alors, bien évidemment, si vous voulez un détail très précis, je vous invite à aller sur le site de Greenpeace ou de lire les documents que je vous ai présentés. En premier, l'offre qualifiée de standard par l'ADEME. Cette offre qualifiée de standard, ce sont les fournisseurs qui achètent de l'électricité sur le marché de gros ou à n'importe quel producteur d'électricité. D'accord, jusque-là, je vous ai présenté tout à l'heure le schéma contractuel. Mais ils achètent ensuite des garanties d'origine qui seront égales à la consommation annuelle de leurs clients, qui ont bien évidemment contractualisé pour une électricité verte, puisque c'est ces clients-là qu'il faut satisfaire.
Alors, bien sûr, vous me posez la question, mais qu'est-ce que c'est une garantie d'origine? Alors, on va appeler ça GO, pour ne pas prendre trop de place, garantie d'origine. C'est un document électronique qui est valable dans toute l'Union européenne. En tout cas, c'est répertorié dans un document électronique qui est valable dans toute l'Union européenne. La garantie d'origine est égale à 1 MWh produit par an de sources renouvelables et injectées sur le réseau. Donc, c'est une certification que l'électricité injectée sur le réseau provient bien d'une source renouvelable. C'est une forme de traçabilité. Alors, pour plus de précision, chaque pays a son registre national, donc 21 pays européens. En France, donc, c'est une société qui a été désignée pour gérer ce registre. À chaque fois donc qu'un mégawattheure est produit, il est disponible pour être vendu à un fournisseur d'énergie, mais s'il n'est pas utilisé dans les 12 mois, il est supprimé. Donc, vous voyez qu'on est sur un pas de temps de 12 mois, comme une comptabilité. Vous avez, en tout cas, le producteur a une garantie d'origine qu'il peut vendre à n'importe quel fournisseur et qui certifie que l'électricité qu'il va le vendre est de provenance renouvelable. Donc, ça contient beaucoup d'informations, hein. C'est le pays d'origine, la date de délivrance, le nom de l'installation, sa puissance, etc. La garantie d'origine permet vraiment d'identifier le site de production et la quantité produite. Alors, un exemple, un producteur peut vendre son mégawattheure d'électricité à un fournisseur au prix du marché en cours, puisqu'il y a un prix de marché de l'électricité, et il peut vendre sa garantie d'origine à un autre fournisseur ou au même fournisseur. Dans ce cas, l'électricité qu'il aura vendue sans la garantie d'origine sera une électricité non certifiée verte ou de provenance renouvelable, et c'est celui qui récupérera la garantie d'origine qui bénéficiera d'une électricité renouvelable. Donc, si je reprends ce schéma, vous voyez qu'il y a le circuit physique, vous avez toujours de l'électricité qui arrive chez vous, puisqu'elle est normée, mais par contre, voilà la garantie d'origine, elle est attribuée exclusivement pour les productions de sources renouvelables et elle est vendue directement au fournisseur qui le souhaite. Sinon, l'électricité est vendue sur un marché gros à un prix négocié en fonction du marché. Alors, je vais venir sur l'offre premium qui va se distinguer de l'offre standard. L'achat d'électricité de sources renouvelables est dans ce cas conjoint à l'achat de garantie d'origine auprès des mêmes producteurs. Il n'y a pas de séparation entre la vente d'électricité et la vente des garanties d'origine. Dans ce cas, il y a une traçabilité qui est beaucoup plus facile pour le consommateur. C'est aussi une façon de soutenir les producteurs parce qu'il permet de contribuer à la pérennisation des installations sur du plus long terme. C'est-à-dire qu'en fléchant l'achat d'électricité auprès de producteurs renouvelables avec les garanties d'origine, on évite que ces producteurs soient soumis au prix de marché de l'électricité. Donc pour le consommateur, c'est une garantie un petit peu comme les circuits courts, hein, vous connaissez les AMAP, où il y a un prix qui est négocié directement avec le producteur pour assurer sa viabilité dans le temps et les amortissements et la gestion de sa production. Donc, c'est un peu le cas dans l'offre verte premium.
Alors, pour vous donner un exemple, je prends celui de l'ADEME, qui est dans le document que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, pour un exemple d'un foyer qui va dépenser 450 € par an d'électricité, il faut d'abord bien voir que dans votre facture d'électricité, vous avez les 2/3 sur lesquels la dépense est imposée. Vous n'avez pas de choix. Et c'est le dernier tiers sur lequel vous avez une liberté dans la fourniture d'électricité. La première, c'est les taxes. Sur 450 € par an d'électricité, vous avez 155 € environ de taxes calculées par l'ADEME. Vous avez l'acheminement. Et donc là, c'est le réseau. Rappelez-vous, je vous ai présenté RTE et Enedis qui vont distribuer physiquement le réseau jusqu'à votre compteur. Donc, il y a un coût d'entretien des réseaux qui va représenter 141 €. Il y a ensuite cette troisième partie, la commercialisation, puisqu'il faut gérer la fourniture. C'est tout le travail de commerce, d'administration, de publicité également. Et donc, la fourniture qui représente à peu près 126 € sur votre facture de 450 €. Et on voit apparaître ici les garanties d'origine qui représentent dans ce cas-là 5 €. Et donc, vous voyez à droite que si vous prenez une offre premium, eh bien, vous assurez que votre prix, c'est-à-dire le dernier tiers de votre facture, va bien aller vers le producteur. Donc, c'est un peu le circuit court. Alors que dans l'autre cas, vous avez l'incertitude du prix de marché. Et là, on ne sait pas très bien la rémunération du producteur. Ça va dépendre des cours de l'électricité. Il aura la certitude d'avoir la garantie d'origine, 5 €, mais ça fait une grosse différence avec l'offre premium. Donc, si on fait une comparaison, dans le cas standard, ça représente 1% de votre facture avec la garantie d'origine, alors que dans l'autre cas, ça représente presque 30% de votre facture qui va aller vers, dont vous avez en tout cas la certitude que votre paiement ira vers un producteur d'énergie renouvelable. Alors, c'est effectivement pas évident à comprendre. Donc, je vais prendre un exemple qui est celui de la Norvège qu'on cite assez souvent, puisque c'est le pays qui va fournir une grande majorité des garanties d'origine. Donc, la Norvège est équipée de nombreux barrages et d'installations hydroélectriques. Elle est quasiment à 100% de renouvelables. Ces installations sont déjà largement amorties. Donc, ils sont peu inquiets de vendre leur électricité sur le marché sans les garanties d'origine. En gros, ils n'auront pas besoin des garanties d'origine pour amortir leurs installations. Dans ce cas, ils disposent des garanties d'origine en surplus. Ils vont les vendre sur un marché à côté, comme je vous ai expliqué, au plus offrant. Ce mécanisme ne permet pas de développer de nouvelles installations renouvelables, puisque la garantie d'origine, comme je vous l'ai montré, elle était sur une facture, un exemple de facture, était de 5 €, alors que le producteur qui va investir dans les énergies renouvelables aura besoin de beaucoup plus. C'est l'exemple des 126 € de fourniture d'électricité qui allait directement au producteur, sur la diapo de tout à l'heure. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le mix résiduel de la Norvège. Les Norvégiens pensent avoir une énergie renouvelable permanente, ce qui est faux. Ils ont une énergie électrique fossile. Pourquoi ? Parce qu'après avoir vendu les garanties d'origine à l'étranger, l'électricité consommée en Norvège n'est plus issue de ressources renouvelables.
C'est-à-dire que cette électricité qui était renouvelable au début, eh bien, elle a exporté ce qui était renouvelable dans d'autres pays, et elle garde que le flux d'énergie classique qui est en majorité fossile. Donc, je reviens bien sur les flux physiques et les flux contractuels. Si bien qu'en 2017, la Norvège, qui produit 100% d'énergie renouvelable, finalement, avait dans son mixte contractuel, je reviens bien sur le contractuel, 62% d'énergie fossile, 29% d'énergie nucléaire, 9% d'énergie renouvelable, alors qu'elle produit 100% d'énergie renouvelable sur son territoire. On peut prendre l'exemple de la France. La France, suivant RTE, a un mixte d'énergie renouvelable évalué à 28%. Le reste est majoritairement nucléaire, ça on le sait bien, et très très peu de carbone. Mais si les garanties d'origine produites par les différents fournisseurs d'énergie renouvelable, alors en majorité, ça va être des barrages hydroélectriques, là, possédés par EDF. Dans ce cas-là, votre fourniture, si vous avez un contrat classique, n'a pas 28% d'énergie renouvelable. Il n'a que le solde après avoir vendu les garanties d'origine à d'autres fournisseurs nationaux ou étrangers. Donc, cette diapo, pour finir, vous montre que en pourcentage de la consommation totale, c'est les Suisses qui sont les plus demandeurs. En France, il n'y a que 5% d'électricité verte sur le réseau, alors que vous avez vu que la production était de 28%. C'est parce qu'une bonne majorité de garanties d'origine sont vendues à d'autres fournisseurs. La France est le 4e exportateur de garanties d'origine. Cela signifie que si vous n'avez pas de contrat d'électricité verte, votre électricité est majoritairement issue d'énergie grise, donc nucléaire ou fossile. Vous ne pouvez pas simplement regarder le mix de production, puisqu'il y a ensuite des échanges qui se produisent, des échanges contractuels via les garanties d'origine. Voilà, j'espère avoir été clair. C'est un mécanisme que j'ai essayé de décrire rapidement. J'attends vos questions. Alors, je vais remonter un petit peu le fil de discussion. Tac, tac, tac. Alors, qui sont les acteurs électricité verte? Bon, tu en as parlé un petit peu, mais donc tu nous as dit qu'on avait une trentaine, je crois, de fournisseurs aujourd'hui. On a une trentaine de fournisseurs et quasiment la trentaine de fournisseurs proposent des offres d'électricité verte. Mais comme le classement le montre de Greenpeace, entre ces 4 classements des plus mauvais jusqu'aux meilleurs, quels sont les critères qui vont vous permettre de vous assurer que votre achat d'électricité va bien être fléché vers un producteur qui investit régulièrement dans le renouvelable? Car c'est ça qui vous intéresse, parce que si c'est pour vous garantir une électricité chez vous, la garantie, elle est assurée, c'est un flux physique. Quoi que vous fassiez, vous aurez de l'électricité qui arrive de bonne qualité chez vous. Par contre, si vous voulez vous garantir d'une électricité de provenance renouvelable, il faut vous assurer que le circuit, on va dire circuit court, soit assuré par, dans ce cas-là, différents mécanismes qui ont été relevés dans l'analyse de Greenpeace, entre autres la transparence des circuits et la contractualisation via des producteurs directement et pas via le marché d'électricité. Bon, tu as déjà en partie répondu, mais c'est vrai que c'est une question qui revient fréquemment sur ce sujet-là. C'est en gros, comment peut-on connaître la provenance lorsqu'on achète de l'électricité? Bon, on peut peut-être faire un rappel physique que déjà, elle a tendance à parcourir le chemin le plus court.
Ça, c'est physique, effectivement, mais quel que soit où qu'on soit, l'électricité est toujours la même. Si je prends mon exemple de carottes, que vous l'achetiez à un producteur bio ou non bio, ça sera toujours une carotte. Bien évidemment, là où il y a une différence, c'est que la carotte bio n'est pas exactement la même que la carotte non bio. Alors que pour l'électricité, c'est exactement la même électricité. Donc, ce qui vous intéresse, c'est le mode de production et pas l'électricité qui vous est fournie, puisque les techniciens des différents acteurs, du producteur, du réseau jusqu'à la fourniture, vous assurent une électricité de qualité. On nous dit aussi donc quelqu'un qui a souscrit un contrat il y a 4 ans avec l'Empiris suite à un appel d'offres du FC Que Choisir. Et après quelques mois, l'Empiris est devenu Total Direct Énergie. Est-ce que c'est légal? Alors, c'est un fournisseur d'énergie qui a été racheté, c'est ça, si je comprends bien? Visiblement, c'est ça. Bon, c'est ce qui se passe dans d'autres secteurs. Euh, Là, je n'ai pas l'historique de ce fournisseur d'énergie, mais effectivement, les fournisseurs d'énergie sont des sociétés qui peuvent être vendues et rachetées par d'autres sociétés. Demande si ça se mesure en production nationale par rapport à la consommation nationale ou uniquement sur la part qui est couverte par les GO. Je ne comprends pas la question. Moi non plus. Donc, éventuellement, si on peut nous la reposer sur le chat. Pourquoi est-ce qu'on laisse se développer les ventes de GO à l'étranger? Alors, le circuit électrique est interconnecté. Et donc, lorsqu'on a une faiblesse de production au niveau national, par exemple, la France importe de l'électricité de l'étranger, comme elle en exporte également lorsqu'elle a un surplus. Donc, il n'y a pas de réelle frontière. Lorsqu'on calcule un mixte énergétique, c'est qu'on définit des frontières. On pourrait définir le mixte énergétique de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou le mixte énergétique de la région Picardie. Voilà, donc on regarde les producteurs existants et on définit le nombre de productions renouvelables par rapport au nombre de productions fossiles ou nucléaires. Mais sinon, le réseau en lui-même, il est interconnecté et on pourrait dire, on a aussi le mixte européen, je n'ai pas les chiffres, mais on calcule le mixte européen de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est une frontière qui est juste définie normativement. D'accord. Autre réaction, donc savoir si la personne a bien compris. Elle nous dit donc la Norvège, par exemple, la production nationale est renouvelable à 100%. C'est ça au niveau de l'électricité. C'est juste qu'il demande si c'est d'autres fournisseurs qui rachètent les GO pour vendre une électricité non verte. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une électricité qui n'est pas de source renouvelable peut devenir verte avec une garantie d'origine. Mais ça veut dire que cette garantie d'origine, elle a été retirée d'un fournisseur de production renouvelable. Et son électricité, il la vendra sur le marché à un prix de marché, c'est-à-dire celui des énergies fossiles aujourd'hui. Il faut bien comprendre que c'est un échange, ça ne vient pas se surajouter. Mais dans ces échanges ne profitent pas de nouveaux producteurs et à un développement des énergies renouvelables, puisque si vous avez bien suivi, ça finance des installations déjà existantes. Donc, c'était une énergie renouvelable qui existait déjà sur notre réseau. Simplement, on le fait apparaître avec sa garantie d'origine, mais ça n'augmente pas la production d'énergie renouvelable. Et c'est là où le bât blesse, et l'ADEME a voulu mettre en lumière cette différence avec l'offre premium et l'offre standard, qui n'est pas forcément décrit comme tel dans le comparateur de l'énergie du médiateur.
C'est pour ça que Greenpeace fait un classement plus vigilant, on va dire, plus rigoureux sur cette classification d'offres vertes. Alors, autre question, Thierry, qui certifie l'offre d'électricité verte d'un producteur? Donc, dans chaque pays, vous avez une société qui a été mandatée pour le faire et qui va donc enregistrer ces garanties d'origine. Et ensuite, l'ensemble des garanties d'origine est regroupé sur un registre européen par une association européenne qui assure donc la vérification de ces productions. Donc, comme je vous dis, ce registre contient un certain nombre d'informations qui sont le site de production, son histoire, sa qualité. Voilà. C'est comme on pourrait le faire sur une installation d'agriculture biologique. Hein. Vous avez une certification des organismes certificateurs qui vont vérifier les produits entrés, la source de production, les méthodes de production de l'agriculteur. Là, on regarde l'outil de production, l'outil de travail du producteur, si c'est des éoliennes, du solaire, de l'hydraulique. Ça marche mieux avec le micro. On nous demande, Thierry, si le service est le même qu'avec le fournisseur historique et est-ce qu'on peut faire confiance à ces offres vertes? Alors, le fournisseur est historique. Le fournisseur historique, c'est un fournisseur comme un autre. Il a donc EDF, hein, le fournisseur historique. Il a simplement une histoire. Son histoire le différencie des autres fournisseurs parce qu'il bénéficie, en tout cas, il a l'obligation de faire une offre en tout cas, de proposer un tarif réglementé. Ce tarif réglementé, il est fixé par le gouvernement. Mais à côté de ça, c'est un fournisseur comme un autre qui va faire des offres de marché également. EDF vous propose l'offre historique réglementée et des offres de marché comme n'importe quel autre fournisseur. Le sérieux, il faut le rechercher dans les garanties d'origine qui sont présentées et dans la traçabilité. Donc, c'est ce que détaille l'offre premium et l'offre standard. Si vous n'avez pas de traçabilité directe, c'est une offre standard et pas une offre premium. Et Greenpeace explique pourquoi tel fournisseur est classé en premier, parce que vous avez beaucoup plus de transparence donnée aux consommateurs, qui permet vraiment de tracer cette électricité produite directement aux producteurs d'énergie renouvelable, alors que d'autres fournisseurs ne disposent pas, en tout cas ne mettent pas à disposition des consommateurs cette traçabilité. Donc, vous avez les garanties d'origine. L'électricité est bien certifiée avec une garantie d'origine, mais vous n'avez pas la certitude que votre facture va soutenir une filière d'énergie renouvelable, si ce n'est une filière qui a déjà amorti ses installations, comme le cas de la Norvège que je vous ai présenté. Alors, autre question, et une bonne question. Si on achète de l'électricité verte, est-ce que cela pousse à plus de production d'énergie verte? Oui, si vous avez, là encore, la certitude que votre fournisseur va bien contractualiser avec des producteurs qui développent ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, on dispose sur le réseau déjà de renouvelables. Les barrages hydroélectriques d'EDF ont été réalisés il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Ils fournissent du renouvelable. Vous avez déjà de l'éolien existant, mais ce qu'il nous faut, c'est développer davantage de renouvelables. Et donc, les sociétés qui vont investir ont besoin d'avoir un prix garanti pour amortir
leurs installations. S'ils vendent l'électricité au prix de marché qui est fluctuant, en concurrence avec des énergies fossiles qui aujourd'hui sont quand même insuffisamment taxées, tout le monde le reconnaît, l'énergie carbone qui provient du carbone est peu taxée, eh bien, ils vont être en situation de difficulté et peut-être en faillite et pas pouvoir investir dans de nouveaux outils de production, installer de nouvelles éoliennes, de nouveaux panneaux solaires, etc. Donc, c'est à vous, en tant que consommateur, de demander les garanties auprès de votre fournisseur d'énergie. Et là, il existe un classement réalisé par Greenpeace, reconnu par l'ADEME, qui vous permet donc de vérifier la bonne fourniture d'électricité verte, sachant que voilà, cette bonne fourniture d'électricité verte est le lien avec le producteur en direct. Vous pouvez aussi avoir des circuits dits courts, c'est-à-dire l'assurance que c'est une électricité qui est le plus locale possible. Parce que vous pouvez avoir une électricité verte qui n'est pas forcément locale, qui provient de la région d'à côté ou du pays d'à côté. Une électricité de ressources renouvelables, mais pas locale. Donc, vous pouvez avoir des exigences, poser un cahier des charges plus sévère et voir qu'est-ce qui vous est offert, proposé par ces différents fournisseurs d'électricité. C'est comme ça que Greenpeace fait un classement entre les vraiment verts, ceux qui sont sur une bonne voie et ceux qui sont très mauvais, par rapport aux critères que Greenpeace a fixés, bien évidemment, et sur les recommandations de l'ADEME. Alors, on nous demande, mais je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, si on a des idées sur la situation de l'Allemagne sur ce sujet. Alors, l'Allemagne est un cas un peu… Donc, c'est intéressant de poser cette question sur l'Allemagne. Comme vous avez vu le schéma de tout à l'heure, l'Allemagne, c'est 17%, donc en 2017. Mais l'Allemagne ne produit pas la quantité d'énergie renouvelable équivalente à la demande des consommateurs. Il y a un appétit des consommateurs pour de l'énergie renouvelable, mais l'Allemagne ne va pas encore assez vite. Pourtant, c'est un exemple. Donc, l'Allemagne achète les garanties d'origine à la Norvège, par exemple, qui permet donc de faire un transfert. La Norvège exporte son électricité verte via les garanties d'origine et du coup, la Norvège se retrouve avec une électricité dite grise puisqu'elle ne l'a pas conservée dans son giron national. Donc effectivement, vous voyez, en Allemagne, il y a une demande beaucoup plus importante qu'en France d'électricité verte. Est-ce qu'on a en France une volonté de moins taxer l'électricité verte et un avantage fiscal à se fournir en électricité verte premium par rapport à standard? Non, pas du tout. Si je reviens sur la facture, vous avez, voilà, vous avez les 2 tiers qui ne sont pas liés à la fourniture d'énergie. C'est lié au coût de l'acheminement, quoique que ça soit une électricité de provenance renouvelable ou de provenance carbonée, nucléaire, il faut acheminer cette électricité. La qualité de cette électricité dépend de la qualité du réseau. Donc là, vous avez des techniciens qui travaillent sur le réseau. Quand il y a un orage, une tempête, vous savez comment ils travaillent dur pour rétablir ce réseau. Et donc, c'est un coût. Et là, on ne va pas… voilà, si on réduit, c'est 1 tiers de votre facture. Et donc, si on réduit la part du financement de ce réseau, ça sera un acheminement qui sera de mauvaise qualité. Vous avez des taxes. Alors là, les taxes, elles sont diverses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles permettent de financer un certain nombre de choses et de développement, entre autres. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. Donc, il reste la fourniture. Donc, c'est le dernier tiers. Il pourrait y avoir effectivement, mais ça, c'est des taxes plus importantes sur l'énergie carbonée et moins importantes sur de provenance renouvelable.
Aujourd'hui, j'en ai pas connaissance, mais ça, c'est un choix purement politique. Donc, on est bien d'accord, hein, parce que la question, c'était, je pense, cet axe-là, en gros, pas de crédit d'impôt hein, pour les fournisseurs d'électricité verte. Non, non, à ma connaissance, non. Aujourd'hui, il n'y a pas de… Alors, tac, 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 tac. Je remonte un peu le fil de discussion. Hop, hop, hop. Donc, en gros, il y a un fournisseur qui s'appelle Mint qui propose une offre verte d'origine française et une deuxième verte producteur français. Bon, je ne sais pas si tu es rentré dans le détail de toutes les offres de tous les fournisseurs, mais Non, mais c'est vrai si, que c'est quand même… si le détail, ça veut dire qu'il peut démontrer que ces garanties d'origine proviennent bien, puisque dans la garantie d'origine, on a la classification du pays, l'origine, l'endroit, le site de production. Donc, ça veut dire qu'il est en capacité de démontrer que la production provient bien du territoire français. C'est un site de production, comme peut le faire, donc là je vais citer une ERCOP qui est classée en premier dans le site de Greenpeace. Vous pouvez obtenir tous les producteurs d'énergie, ils ne sont pas uniquement français d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont sur les pays limitrophes à la France, mais vous pouvez avoir les sites de production. Donc, à partir du moment où le fournisseur vous donne ces informations, oui, pourquoi il ne ferait pas la promotion de cette électricité verte nationale? Donc, en gros, quelqu'un nous dit si la personne veut effectivement aider à la mise en place du renouvelable, il faut qu'elle demande à son fournisseur d'où viennent ces géos, si elles sont achetées à l'étranger ou sur le marché des géos. Et en fait, c'est que ça peut être de l'énergie grise repeinte en vert par des géos qui n'a pas d'action, on va dire, sur le développement, enfin, en gros, sur les producteurs français, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que vous avez des offres d'électricité verte qui sont peu chères, qui sont équivalentes à celles d'une énergie dite grise. C'est parce que l'électricité a été achetée sur le marché et puis une garantie d'origine va verdir cette électricité. Elle a été retirée d'un producteur d'énergie renouvelable. Mais comment se fait-il que ce producteur d'énergie renouvelable s'est séparé de sa garantie d'origine à un prix bradé? C'est parce qu'il n'a pas besoin d'amortir ses installations. Donc, on est sur des installations existantes qui étaient déjà dans notre mix énergétique depuis plusieurs années. La France dispose d'énergie renouvelable depuis plusieurs années grâce à ses barrages. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de développer la production d'électricité renouvelable. Donc, ce n'est pas de rester à la production existante. Donc, si on reste sur les garanties d'origine, eh ben, on n'a pas de production supplémentaire, on reste sur l'acquis. C'est ce qui fait la différence avec l'offre d'électricité verte premium. Alors, on va prendre une dernière question, je pense, parce que là, pour une fois, on va réussir à peu près à tenir le format de 1 heure. Donc, on nous demande si le prix des garanties d'origine est variable. Ah oui, tout à fait. C'est une très bonne question. On est sur un marché. Le prix des garanties d'origine va varier en fonction alors, de la demande des fournisseurs. Si beaucoup de fournisseurs demandent des garanties d'origine, eh ben, comme je vous ai dit, c'est sur une période de temps d'une année. Donc, ils ont le temps de voir. Les compteurs sont remis à zéro au bout d'un an. La garantie d'origine est périmée si elle n'est pas vendue au bout d'un an ou si elle n'a pas été consommée par un client via les fournisseurs. Elle peut passer, donc ce qui est estimé, c'est 15 centimes la garantie d'origine jusqu'à 2 euros, voire lorsqu'il y a vraiment une demande tendue, 8 euros. Ça s'est vu, c'est très court, c'est comme le prix de l'électricité lorsqu'il y a des pointes. Ce prix va varier en fonction de la demande de consommateurs. Si demain les consommateurs demandent de l'électricité verte, on ne peut pas développer les modes de production comme ça du jour au lendemain. Donc, les garanties d'origine vont prendre de la valeur beaucoup plus rapidement. Voilà un petit peu ce qui va
faire varier le prix de ces garanties d'origine. Ça va être lié aussi aux capacités de production. Si on prend l'exemple des barrages, aujourd'hui, les garanties d'origine bradée, amorties, sont ceux des barrages. Mais si demain, il y a des sécheresses, les barrages vont produire beaucoup moins d'électricité. Donc, l'électricité dite verte de provenance de ces barrages, obtenant une garantie d'origine, c'est moins d'électricité produite, donc des garanties d'origine en moins sur le marché. Et tout ça, ça déstabilise, si vous voulez, les nouveaux producteurs parce qu'eux, ils ont besoin d'un prix fixe. C'est le même schéma que pour les petits producteurs de maraîchers. Hein. S'ils ne savent pas le prix de leurs carottes, de leur lait, etc., les agriculteurs, les éleveurs bio, par exemple, ils n'ont pas une garantie sur la vente de leur lait et ils souffrent. Donc, c'est un petit peu la même chose. Il faut revenir à des circuits courts. Et ça, c'est le consommateur qui permet d'assurer cette qualité de filière. Allez, on prend deux pour terminer. Donc, on va quand même remettre une couche sur les géos, savoir si c'est vraiment une garantie du coup. Oui, là, en tout cas, moi, je n'ai pas d'études qui mettent en doute le sérieux des sociétés qui gèrent les registres. Donc, à ce jour, c'est une traçabilité qui est fiable et sérieuse. Voilà. À ne pas confondre avec les certificats verts, qui est un autre circuit qui, lui, qui a été remplacé d'ailleurs en partie par les garanties d'origine. Et puis, on va terminer sur du coup, si la demande augmente, le prix augmente et on génère des producteurs verts quand même ou pas? Alors, j'essaye de mieux comprendre la question. Si tu peux me la repréciser autrement, telle que toi, tu l'as comprise. Alors, textuellement, donc si la demande augmente, le prix augmente et on génère des producteurs verts quand même, point d'interrogation, puisque le souci est de faire augmenter le volume produit. Alors, la difficulté de l'électricité, on revient sur le produit physique de l'électricité. Lorsque la demande augmente, c'est une augmente de pointe, puisqu'on a des difficultés de stocker l'électricité, mis à part dans les barrages. C'est pour ça que les barrages s'en sortent bien aussi sur le prix de marché, parce que quand il y a une demande forte, il suffit d'ouvrir les barrages et on obtient une électricité quasiment gratuite, alors que là, il y a une demande tendue, donc ça permet de faire monter les prix. Sur une année, ce n'est pas la même chose. Comme je vous ai dit, les garanties d'origine, c'est une garantie sur un pas de temps d'une année, ce qui ne correspond pas à la réalité physique de l'électricité. Quand vous avez une demande en plein été à faire fonctionner des ventilateurs ou en plein hiver à faire fonctionner des radiateurs, il va falloir fournir cette électricité chez vous, qu'elle soit verte ou pas. Donc, augmenter la demande, et il faut faire attention sur la qualité de cette demande. Si c'est une demande qui est lissée sur l'année, c'est plus facile pour les fournisseurs et pour les producteurs, de même que pour le distributeur, RTE, réseau de transport, de planifier, de programmer cette demande. Si par contre, c'est des consommations un peu intempestives qui demandent voilà, des pointes, là, ça va être difficile à gérer et ce n'est pas forcément générateur d'électricité renouvelable. Donc, pour le consommateur, la meilleure chose, c'est de maîtriser sa consommation d'électricité, quoi qu'il en soit, parce que la production d'une électricité, logiquement, c'est une énergie chère. Ça ne peut pas être une électricité bon marché. Et donc, si vous voulez favoriser cette filière, eh bien, il faut accepter de mettre un prix un peu plus cher que ce qui est proposé dans le tarif réglementé classique, avec la certitude, bien évidemment, que ça ne va pas aller dans les poches de fournisseurs qui n'ont pas cette préoccupation.
Et donc, si vous voulez ne pas avoir une facture d'électricité trop élevée, eh bien, il faut de votre côté maîtriser votre facture d'électricité. Et donc là, on revient au bon conseil des espaces info-énergie, qui sont avoir des appareils performants. Vous avez les différentes classes d'énergie qui vous montrent les appareils performants. Et puis, surtout, votre comportement, hein, la sobriété énergétique dans l'usage de vos appareils. Et ça tombe bien Thierry, que tu nous parles de ça, puisqu'il se trouve que dans exactement une semaine à la même heure, nous aurons une confinée sur justement ces sujets-là, sur en gros les économies d'énergie et d'eau dans l'habitat. Et du coup, voir en gros les deux axes, le côté éco-geste et le côté investissement dans des petits matériels performants. Donc du coup, voilà, on a démarré un peu cette série de webinaires d'abord par la programmation des travaux, les aides. On a continué sur l'enveloppe. On a ensuite abordé les aspects chauffage eau chaude. On a fait un focus sur le chauffage au bois. On a enchaîné sur le photovoltaïque. Donc voilà, aujourd'hui, électricité verte. Semaine prochaine, nous aurons donc économie d'eau, économie d'énergie dans l'habitat, et on enchaînera la semaine suivante sur la rénovation énergétique en copropriété, puisqu'évidemment, c'est beaucoup de gens sur le territoire, et en particulier sur la métropole de Lyon, habitent en copropriété, donc il y a un gros potentiel d'économie d'énergie, et il faut que les copropriétés soient accompagnées pour faire des rénovations performantes. Et puis Thierry, je crois que nous ferons un petit comeback. Tu viendras nous parler de la voiture électrique dans donc 3 semaines. Voilà, donc pour les dernières diapos, le pas de temps, c'était en fonction de vos questions, donc je ne vais pas m'attarder. Je revenais sur le pas de temps annuel des garanties d'origine. Comme je vous dis, l'électricité, normalement, c'est à l'instant T. Donc, on a une différence entre le flux contractuel et le flux physique. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous revenez vers vos conseillers énergie, hein, et on vous expliquera en détail de quoi il s'agit. Sachant que voilà, les permanences à la gare des Brotteaux sont à nouveau ouvertes avec les mesures de précaution qu'il faut, masques et plexiglas et tout pour se protéger de la propagation du virus. Et sinon, il y a des permanences délocalisées donc, qui s'affichent en Pleupuis, Villefranche, Val-d'Oie, Anse, Tarare, Mornan, Colombier, Saunieux, Condrieu, Saint-Symphorien, Dozon, mais à condition que ça soit sur rendez-vous. Voilà, les conseillers ne se déplacent pas s'il n'y a pas de rendez-vous dans ces permanences. Voilà. Vous avez ici le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous ou sinon nous écrire directement via contact@infoénergie69-grandlyon.org et notre site internet. Voici une photo finale qui revient à chaque confiné. C'est jeune quand même. Hein, ouais. Ça n'a pas évolué. Hein. Bon. Ouais, vous aviez les deux anciens aujourd'hui. Bon, ben, bon apéro. Eh bien, en tout cas, merci à tous de votre participation. Et puis, on vous donne